Le renseignement nucléaire. Rien que l'expression, ça évoque des images de guerre froide, de films d'espionnage, de secrets militaires. Oui, tout un imaginaire. Mais les sources qu'on analyse aujourd'hui nous montrent une réalité bien différente et honnêtement bien plus fascinante. On parle d'une enquête scientifique de pointe, presque une enquête policière où les indices sont des atomes. C'est exactement ça. Une sorte de police scientifique, mais au niveau atomique. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde du NUKINT, le Nuclear Intelligence, pour voir comment quelques traces, parfois infimes, peuvent révéler l'origine, la date de fabrication, tout le parcours d'une matière nucléaire. Et pour ça, on s'appuie sur deux documents très complémentaires. Oui, d'un côté, un article de fond du blog La vie politique française, qui donne une superbe vue d'ensemble avec des cas très concrets. Et de l'autre, des extraits de l'ouvrage de référence Nuclear Forensic Analysis, qui nous emmène vraiment au cœur de la science pure. Donc notre mission, si je comprends bien, c'est de décrypter ces fameuses empreintes digitales atomiques Tout à fait. et surtout de voir comment l'arrivée des sources d'informations ouvertes, ce qu'on appelle l'OSINT, est en train de bousculer un domaine qui a toujours été le summum du secret défense. C'est le grand bouleversement. Mais pour bien comprendre ça, il faut commencer par la base. Le NUSINT, c'est une sous-discipline de ce que les experts nomment le MASINT. MAISINT. Measurement and Signature Intelligence. L'idée, ce n'est pas d'intercepter des communications, mais de mesurer des signatures physiques, des effets laissés dans l'environnement par une activité nucléaire. D'accord, on ne cherche pas le message, on cherche la trace physique qu'il laisse. Et la première trace dont parlent nos sources, c'est l'origine géographique. C'est l'idée de l'empreinte des terres rares. Ça m'a vraiment surprise. Ah oui, hein? Oui, j'ai toujours imaginé l'uranium purifié comme une matière, pure par définition. C'est l'image qu'on a tous. Mais la chimie parfaite, ça n'existe pas. Même après une purification très poussée, il reste toujours d'infimes impuretés. D'accord. Et Bill. C'est un peu comme le terroir pour le vin, mais pour de l'uranium. C'est une excellente analogie. En analysant un échantillon, même minuscule, on peut le relier à une mine ou à une région minière très précise. On peut savoir s'il vient du Canada, du Niger, du Kazakhstan. Exactement. C'est la première pièce fondamentale du puzzle. D'où vient la matière première? D'accord. Donc l'analyse des impuretés nous donne le où, c'est déjà incroyable. Mais les sources vont encore plus loin. Elles parlent de dater ces matières. Ça paraît presque magique. Comment on peut savoir quand un morceau de plutonium a été fabriqué? Alors là, on touche au cœur de la forensique nucléaire, la radiochronométrie. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la physique. Mais le résultat est tout aussi spectaculaire. Comment ça marche? Le concept repose sur ce qu'on appelle les couples d'isotopes père-fils. Père-fils. Oui. Prenons l'exemple du plutonium. C'est très bien détaillé dans les textes. Quand on purifie du plutonium dans une usine, on enlève tous les éléments qui ne sont pas du plutonium, y compris les produits de sa propre désintégration. D'accord. À cet instant précis, l'échantillon est propre. On peut dire qu'une horloge est remise à zéro. Ok, le compteur repart de zéro. Et ensuite? Eh bien, immédiatement, le processus de désintégration radioactive reprend. Un isotope du plutonium, le plutonium-241, qu'on appelle l'isotope pair, Oui. commence à se transformer en un autre élément, l'américium-241, l'isotope fils. Et ce qui est génial pour les scientifiques, c'est que cette transformation se fait à une vitesse qui est parfaitement connue et absolument immuable. C'est une loi fondamentale. Donc si on revient plus tard, il suffit de mesurer la proportion de père qui reste et de fils qui est apparu pour calculer le temps qui s'est écoulé depuis la remise à zéro. C'est exactement ça. Et la précision est redoutable. Parfois quelques mois après, même pour des échantillons qui sont vieux de plusieurs décennies. C'est une preuve d'une puissance phénoménale en enquête. Mais est-ce que cette méthode est vraiment infaillible? Un État ne pourrait-il pas essayer de, manipuler ces signatures pour brouiller les pistes? C'est une excellente question. En théorie, on pourrait imaginer des manipulations chimiques très complexes, mais ce serait extrêmement difficile, très coûteux, et ça laisserait probablement d'autres traces. En pratique, cette horloge isotopique est considérée comme un des outils les plus robustes qui soient. D'accord. Imaginez un pays qui se fait intercepter avec du plutonium. Il prétend que c'est un vieux stock oublié des années 90. Si l'analyse révèle un âge de 6 mois, toute la défense politique s'effondre. On ne peut pas négocier avec la physique nucléaire. Avoir la carte d'identité géographique et la date de naissance d'un matériau nucléaire, ça doit donner des outils incroyables aux enquêteurs. J'imagine que les sources donnent des exemples où cette science a tout changé, hein. Absolument. Les cas pratiques, c'est la meilleure façon de comprendre la puissance de ces outils. Prenons le premier cas,
L'affaire de Rousset, en Bulgarie, en 1999. C'est un cas d'école, là. D'accord. La police saisit 4 grammes d'une poudre noire, suspect. Elle est dans un conteneur en plomb. L'analyse confirme. Psst, c'est de l'uranium hautement enrichi, du HEU. Là, c'est déjà un signal d'alarme maximal. Oui, mais la question cruciale, c'est d'où ça vient? Et c'est là que les empreintes digitales entrent en jeu. L'article du blog insiste sur un détail qui change tout, la découverte d'uranium-236. Exactement. L'uranium-236, c'est un isotope artificiel. Il n'existe pas dans la nature. Sa simple présence est une information capitale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle prouve que cet uranium a déjà été brûlé dans un réacteur nucléaire, puis retraité chimiquement pour être réenrichi. C'est ce qu'on appelle de l'uranium de retraitement. Donc, un seul isotope, qui n'a rien à faire là, suffit à raconter une partie de l'histoire de l'échantillon? Il raconte le premier chapitre, oui. Et en poussant l'analyse, en regardant toute la signature isotopique, les scientifiques ont pu faire une correspondance exacte. C'est-à-dire? La signature correspondait à des lots produits dans une installation bien précise de l'ex-URSS, l'usine d'Ulba, au Kazakhstan. Et là, d'un seul coup, une simple saisie de poudre devient la preuve matérielle de l'existence d'une filière de trafic organisée issue du complexe nucléaire post-soviétique. C'est vertigineux. Passons au deuxième cas qui se déroule à Paris en 2001. La police saisit 5 grammes d'uranium hautement enrichi dans un appartement. Oui, Et là, le dilemme pour les enquêteurs est différent. Les trafiquants affirment que ce n'est qu'un échantillon et qu'ils peuvent fournir un stock bien plus important. la question devient alors, est-ce que c'est du bluff ou une menace réelle et imminente? Est-ce un vieil échantillon qui traîne depuis la guerre froide ou la preuve d'une brèche de sécurité active et donc dangereuse? C'est là que l'horloge nucléaire intervient. C'est là qu'elle devient l'outil décisif, oui. Et que dit l'horloge? Le verdict, fourni par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, est sans appel. En mesurant le couple d'isotopes thorium-230-uranium-234, il date la dernière purification de l'échantillon à novembre 1994, Novembre 1994. avec une marge d'erreur de seulement 4 mois. C'est bien après la chute de l'URSS? C'est ça l'information cruciale. Ça prouve que le matériau ne vient pas d'un vieux stock oublié, mais bien d'une brèche de sécurité relativement récente dans une installation toujours active. Incroyable! Et pour couronner le tout, l'analyse de la forme physique des grains d'uranium a montré qu'ils provenaient du même lot que celui saisi en Bulgarie 2 ans plus tôt. On avait donc la preuve formelle d'une filière organisée, persistante et active. Exactement. Le dernier cas évoqué est beaucoup plus connu médiatiquement. L'assassinat d'Alexandre Litvinenko à Londres en 2006, empoisonné au polonium-210. Oui. On sort un peu du trafic de matières fissiles, mais la méthode d'enquête est la même. Oui. Et ici, la forensique nucléaire a fait basculer l'enquête d'un simple meurtre, aussi horrible soit-il, à un incident diplomatique majeur. Pourquoi? Le polonium-210 utilisé était d'une pureté exceptionnelle. Mais là encore, ce sont les infimes impuretés restantes qui ont parlé. Elles ont révélé ce que les sources appellent une signature industrielle unique. Qu'est-ce que ça veut dire signature industrielle? Ça veut dire que le processus de fabrication était tellement spécifique qu'il a laissé des traces uniques. Pour produire ce type de polonium-210, il faut un réacteur nucléaire capable d'irradier un autre élément, le bismuth-209, avec un flux de neutrons extraordinairement intense et pur. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Non, ce n'est pas une capacité qu'on trouve dans un laboratoire universitaire ou une PME. C'est une capacité étatique. Exclusivement étatique. Seules quelques installations dans le monde en étaient capables à l'époque, notamment l'usine russe Avangard. La preuve scientifique a donc pointé de manière quasi certaine vers une origine étatique du poison. Et ça a tout changé. Tous ces cas montrent une expertise de pointe, réservée à quelques labos d'État ultra spécialisés. Mais les sources suggèrent que le paysage est en train de basculer complètement. Avec l'arrivée de tout le monde, en fait, grâce à l'OSINT. C'est le changement de paradigme de ces 10-15 dernières années. Historiquement, ce renseignement dépendait de capteurs militaires classifiés et, comme on vient de le voir, de prélèvements physiques. Aujourd'hui, la télédétection commerciale a ouvert le champ des possibles de manière spectaculaire. Concrètement, comment ça marche? On peut voir les centrales nucléaires avec Google Maps, mais ça ne nous dit pas si elles fonctionnent. Non mais l'imagerie satellite commerciale va bien au-delà de la simple photo. On parle d'imagerie multispectrale et surtout d'infrarouge thermique. Ah oui! Pensez-y comme prendre la température d'une usine, mais à des centaines de kilomètres de distance. Un réacteur en fonctionnement, ça dégage une chaleur
colossale. Et ça se voit depuis l'espace? Tout à fait. En observant la température des eaux de refroidissement rejetées dans une rivière ou le panache de vapeur d'une tour, on peut déduire avec une bonne précision si un réacteur est actif, à quel niveau de puissance il opère, et même suivre son cycle de maintenance. C'est fou. Donc un étudiant en relations internationaux ou un analyste dans une ONG, avec les bons abonnements satellites, Peut faire un travail de surveillance qui était réservé aux agences de renseignement il y a 20 ans. c'est un changement de paradigme. Totalement. Les sources citent l'exemple de la Federation of American Scientists, qui a utilisé l'imagerie commerciale pour suivre les déplacements du train de commandement nucléaire russe, ou pour surveiller l'activité sur des bases de stockage d'ogives. Quel genre d'indice? Le déneigement des entrées de bunkers en hiver, la présence de camions de transport spécialisés. Ce sont des signaux faibles mais extrêmement précieux pour évaluer l'état d'alerte ou les intentions stratégiques d'un pays. Et il y a une autre facette de cette nouvelle ère qui est peut-être encore plus importante aujourd'hui. C'est le NUSINT comme outil de contre-désinformation. Le cas de la bombe sale en Ukraine est un exemple parfait. Un exemple absolument crucial, oui. En octobre 2022, Moscou accuse publiquement Kiev de préparer une bombe sale, donc une arme radiologique. Une accusation gravissime. Évidemment, ça aurait pu servir de prétexte à une escalade unitaire. La réponse, et c'est ça qui est nouveau, n'a pas été seulement politique. Elle a été technique. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a été appelée à la rescousse. Oui, et ils ont agi très vite. Ils ont envoyé des inspecteurs sur les sites ukrainiens mis en cause par la Russie. Ils ont fait des prélèvements environnementaux, des sortes de frottis, pour chercher des traces radioactives anormales. Et ils les ont analysées. Oui, une analyse forensique en laboratoire. Et le résultat est tombé très rapidement. Absence totale de la moindre trace d'un programme de bombe sale. L'accusation était donc infondée. Voilà. Dans ce cas précis, la science a agi comme un arbitre impartial et a permis de désamorcer une crise informationnelle majeure. Le NUXINT devient une sorte d'arme anti-fake news en temps réel. Le tableau est impressionnant. On a des outils d'analyse de plus en plus puissants, une accessibilité via l'OSINT qui démocratise la surveillance. Ça semble être une bonne nouvelle pour la transparence, non? Sur le papier, oui. Mais il y a un énorme paradoxe, et c'est peut-être le point le plus inquiétant soulevé par nos sources. Le principal défi aujourd'hui n'est pas technique, il est humain et politique. C'est-à-dire? C'est la rupture de la coopération scientifique internationale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que les scientifiques ne se parlent plus? C'est un peu plus grave que ça. Cette discipline, pour être crédible, elle a besoin de consensus, de bases de données partagées sur les signatures, de validation des méthodes par les pairs, au niveau mondial. D'accord. Or, le contexte géopolitique actuel est en train de tout fragmenter. On se retrouve avec, disons, un bloc scientifique occidental qui partage ses données et ses techniques d'un côté, Et de l'autre? et un bloc qu'on pourrait qualifier de russo-chinois qui fait de même de son côté. Les ponts sont coupés. La conséquence, c'est qu'on pourrait avoir deux vérités scientifiques contradictoires sur un même événement. C'est le risque majeur. C'est la fin de la possibilité d'une vérification univoque acceptée par toute la communauté internationale. Imaginez une crise demain, un attentat radiologique, une prolifération suspecte. Si les analyses présentées par les différents blocs sont contradictoires, qui pourra arbitrer? Exactement. Comment vérifier l'application des traités de non-prolifération si les experts des différents pays ne peuvent plus confronter et valider leurs résultats mutuellement? C'est un problème fondamental pour la stabilité mondiale. Ce qu'on a vu aujourd'hui est donc assez. Vertigineux. La forensique nucléaire nous montre qu'il est possible, à partir de traces absolument infimes, de reconstituer une histoire incroyablement complexe. Oui, c'est vraiment à la croisée des chemins entre la physique fondamentale, la chimie et un travail de détective d'une rigueur absolue. On passe de l'atome aux équilibres géopolitiques. On passe de l'infiniment petit, l'atome, à l'infiniment grand. Oui. Et c'est cette mise à l'échelle permanente qui rend le sujet si pertinent et si passionnant aujourd'hui. Absolument. Et pour conclure, tout cela nous amène à une pensée finale, une question à méditer. On a d'un côté des outils comme l'imagerie satellite qui rendent la surveillance des activités nucléaires de plus en plus accessible au public, aux analystes indépendants. Une forme de contre-pouvoir citoyen qui émerge. C'est ça. Mais de l'autre côté, cette fragmentation politique de l'expertise scientifique rend une vérité unique, partagée, validée, de plus en plus difficile à établir. Et la question qui se pose est la suivante. Dans ce nouveau paradigme, comment une société ouverte pourra-t-elle faire la distinction entre une surveillance citoyenne légitime et une propagande sophistiquée qui utiliserait exactement les mêmes outils ? Surtout quand les seuls experts qui pourraient servir d'arbitre ne peuvent plus collaborer librement à travers les frontières politiques. C'est sans doute l'un des grands défis de notre ère de l'information.